Comme la plupart des familles installées ici, Pelinato loge dans ce qu'on appelle une unité familiale. Ces logements ont été mis à disposition par la mairie. N'étant pas propriétaire du terrain, les travaux qu'il apporte à cette maison sont interdits. Mais pour améliorer le confort de sa famille, il n'a pas eu le choix. Ici, là, il n'y avait pas des chambres. C'est moi-même qui a fait les séparations parce que comme on a une fille icône déjà, on ne peut pas dormir ensemble. C'est moi qui a fait ça, les murs, les carrelages. Vous voyez ici, tout ça, là, les joints, ils sont posés comme ça, les agglos. Après, ils ont fait la peinture. Ils sont pas fait l'enduit, il n'y a pas d'enduit, il n'y a pas d'ancienneté. Quand l'eau tombe, il rentre carrément ici. C'est un travail vite fait comme ça, c'est comme, on dirait pour nous, juste pour fermer nos bouches, mais eux croyaient que nous, on va fermer. Parce que nous, peut-être eux croyaient que nous, on ne connaît rien pour le travail. Mais c'est pas que c'est notre métier, ça. Pelinato et les siens vivaient dans un squat sur Caméré. Il y a 23 ans, ils ont dû quitter leur foyer. L'autre montataire avant, Monsieur Lec, la mairie nous a promis qu'on vient seulement ici pour 3 mois. 3 jusqu'à 6 mois. Après, eux, ils vont construire Caméré. Après, nous, on revient là-bas. C'était ça les propositions avec la mairie. Mais quand ils ont fini de construire là-bas, on a su après qu'il n'y a plus de maison, ils sont tout vendus ailleurs. Dans une autre unité familiale, chez Paolo, c'est le même constat. Comme vous voyez aussi, je n'ai pas pu améliorer le mode de vie parce que comme on n'est pas propriétaire de cette maison, ben, je demande concrètement que la mairie nous accorde cette maison que nous vivons, puisque nous voudrions vivre ici à Indu. Acheter le terrain quitte à payer un loyer, c'est la volonté de la plupart des habitants. D'après le président de l'association Vakatawa, la mairie leur aurait dit qu'accéder à leur demande serait difficile car la zone est trop exposée aux fumées dégagées par l'usine de nickel. Derrière moi, vous avez la montagne, là, mais à côté, il y a un quartier qui s'appelle Lotissement Leurs, du Cospinsa. Là, il y a des logements de la SIC qui sont en construction en bout des fumées du nickel. Nous, ce qu'on voudrait, ce qu'on demande à la mairie, pour une fois pour toutes, quel est leur projet. Parce que d'après ce qu'on a compris avec Madame la députée maire, c'est qu'elle veut changer Indu en un vrai quartier social. Nous, on attend que ça soit concrétisé pour qu'il y ait plus de sécurité par rapport à nos enfants, pour qu'on puisse leur laisser quelque chose de bien. À Indu, on compte plus de 40 familles vivant dans la zone. En Nouvelle-Calédonie, l'ancien président Nicolas Sarkozy obtient la majorité des suffrages avec 2740 voix, soit 38,34%, suivi de près par François Fillon avec 2210 voix, soit 30,95%. Alain Juppé, quant à lui, est en troisième position avec 1810 voix, à savoir 25,33% des suffrages. Bruno Le Maire compte à son actif 160 voix, Nathalie Kosciusko-Morizet 132 voix, Jean-Frédéric Poisson 43 voix et enfin Jean-François Copé avec 22 voix. Sur les 141 561 électeurs inscrits sur la liste électorale générale au 31 décembre 2015, 7 146 électeurs se sont exprimés au premier tour de la primaire de la droite et du centre. Parmi les 48 bureaux de vote du pays, c'est Tuban, en province sud, qui comptabilise un taux important d'électeurs au nombre de 446. Un taux de participation de 5%. Cet arbre, appelé pin des Caraïbes, peut atteindre 30 mètres de haut. Originaire d'Amérique latine, cette espèce a été introduite dans les années 1970 pour développer la filière bois ici au pays. Encore considéré comme envahissant par les habitants, ce bois est de plus en plus utilisé pour les constructions et aménagements de jardins.
On ne peut pas nier qu'il a un certain caractère d'envahissement, puisqu'il y a des arbres qui ont colonisé au-delà des limites des plantations à l'origine. Après, c'est ce qu'on qualifie au jour d'aujourd'hui d'espèce à conflit d'intérêts, dans la mesure où elle a cette particularité d'être colonisatrice, tout en ayant un intérêt sur le plan du développement économique et dans le cadre de la filière bois, justement. Le pin des Caraïbes se trouve principalement à Point-Dimier, Point-Bout, sur le massif de Néoué au nord de Koumak et au niveau du col des Roussettes entre Bourail et Wailou. C'est ici à la scierie de Netchaot à Koné qu'il est en partie transformé. On va mettre du bois sur là-bas. On a des armes encore, non? Non. Les rondins arrivent ici, on les charge à l'élévateur. Ils sont bruts. Ils passent un par un sur cette partie-là et après ils sont introduits dans cette machine-là où on voit les rouleaux presseurs qui se referment et qui guident le rondin vers un gros roulement sur lequel sont fixés des fers qui tournent et qui nous font au final un rondin parfaitement cylindrique. Sur les 2080 hectares de pin des Caraïbes qui avaient été comptés au dernier inventaire de 1995, 1365 hectares sont gérés actuellement au niveau du col de Tango. Ce parc exploité par la scierie de Netchaot permet de transformer une quarantaine de bois par jour. Là, on arrive dans les coupes rases, c'est-à-dire que la forêt est à terme et on enlève, on refait un deuxième passage dans la forêt et là on coupe à blanc, on coupe tout et on replante derrière. Donc on a des produits qui sont nettement plus jolis qu'au début, effectivement. Une production qui devrait représenter d'ici 7 ans 25 à 30% de la consommation locale en bois. L'eau, elle vient direct d'en bas, elle passe en bas, après elle remonte vers ici. Après voilà, comme là, ici on est bas, puis voilà, c'est un creux, ça fait qu'elle remonte l'eau ici. Elle monte tout ici, quoi. Voilà, quoi. Alors là, quand tu arrives au bout sur la route, quand on est sur la route, c'est à hauteur, l'eau est là, quoi, 1m70. Déjà, comme moi, je suis déjà dans l'eau, mais elle est déjà ici. D'habitude, on a l'habitude, quand il arche le barrage, on a le temps de ramasser, de bien se préparer. Puis après, on a le temps de partir. Déjà, ça y est, c'est tout rangé, tout en hauteur. Mais là, on n'a eu même pas le temps de tout ranger. On n'a même pas eu le temps de... C'est vite arrivé, j'ai eu le temps seulement de charger les enfants et de partir. Bon, écoutez, c'est le désarroi total. Il y a eu beaucoup de pluie, donc beaucoup de maisons ont été inondées. Beaucoup de familles ont perdu tout ce qu'il y avait dedans. Bon, on déplore le matériel, mais heureusement qu'il n'y a pas eu de personnes de perdues ou de personnes de blessées. Mais voilà, beaucoup de maisons inondées, beaucoup de dégâts matériels en fait. Donc l'eau est sortie de son cru et ça a inondé, bien inondé quoi. On a l'impression que c'était bien plus important que ce qui s'était passé en 2011. Les maisons qui ont l'habitude d'être inondées sont plus surprises. Ouais, c'est ces gens-là qui nous disent qu'effectivement c'est plus important que ce qui s'était passé avant. Donc ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que tout le monde est venu un peu donner la main à dégager et à les mettre à l'abri. Donc là, il y a certaines familles qui sont réparties chez d'autres habitants. On a notamment ouvert la cantine de l'école de Poro afin que certains puissent aussi venir y passer la nuit parce que apparemment, la météo ne va pas s'arranger. Et du coup, voilà, solidarité à fond. On appelle tout le monde pour voir si tout le monde est là. On fait un peu le tour. On s'assure que tout va bien. Les communes les plus touchées par les intempéries sont sur la côte est de Wailou à Thio où la situation est critique. À Kouawa, depuis 6h30 ce matin, après concertation entre le maire et ses équipes, tous les établissements ont dû être fermés jusqu'à présent et la commune est inaccessible. Le pont de Naketi à Kanala est notamment bloqué. Du côté de Point-Dimier, 2 zones sont inondées, la vallée de Nevao et la tribu de Nessapoué. Conséquence, les transports scolaires ne seront pas assurés jusqu'à demain et les écoles ont dû être fermées car il n'y a plus d'eau. Sur la commune de Boura, une salle a dû être mise à disposition pour abriter une dizaine de personnes bloquées. Certains enfants du village n'ont pas pu se rendre dans leurs établissements respectifs. Un point sur la situation avec une habitante de la tribu de Bouirou. Voilà, l'eau est passée sur le pont.
est arrivé à 18h en roulant. C'est difficile pour nous de faire le village parce que nous, il reste 4 beaucoup ici. Du côté de Poya, les tribus de Nekliaï et Goapin sont bloquées et les enfants n'ont pas pu aller à l'école aujourd'hui. Enfin, à Koné, les écoles Tiawe, Ateu, Noéli, Nechaote et Atitou sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Depuis 3 jours, le pays connaît de fortes précipitations, plus particulièrement sur la côte est et notamment à Wailou et à Kwawa, un phénomène très rare au pays. Dans le secteur de Wailou et dans le secteur de Thio, on a eu des précipitations vraiment très fortes, avec notamment 400 mm enregistrés. Ça correspond à des précipitations très intenses et même exceptionnelles, puisque ce genre d'épisode revient en moyenne une fois tous les 50 ans. L'origine de cette importante précipitation vient d'un phénomène climatique aperçu chez nos voisins du Pacifique, aux îles Salomon. On a un minimum dépressionnaire qui s'est creusé au sud des îles Salomon, qui a amené une masse d'air tropicale chaude et humide jusqu'à la Nouvelle-Calédonie et qui génère sur la Grande Terre des pluies très importantes. Donc là, pour l'instant, la Nouvelle-Calédonie reste sous l'influence de cette masse d'air tropicale. Donc on va conserver un temps perturbé, instable, avec des averses relativement fréquentes, surtout sur la partie est de la Grande Terre, pour les prochains jours. Même si les précipitations ont faibli dans l'après-midi, celles-ci vont continuer dans la soirée. Il est ainsi recommandé à tous une grande vigilance jusqu'à la nuit prochaine au moins. Les recherches des personnes disparues ont lieu toute la journée. Ce matin, à Goinru, un corps est retrouvé sous la boue. Le RIMAP sécurise la zone. Des grenades ont été découvertes. Sur place, les agents de la sécurité civile, la gendarmerie, le RIMAP, mais aussi les habitants. De l'autre côté, on commence à nettoyer les maisons. À Poro, les habitants s'organisent pour ravitailler en eau les maisons. Mon travail, c'est de remplir l'eau pour les gens. Parce que là, il y a des coupures d'eau, ça veut dire que j'alimente un peu tout le village au Poro et puis laver les pioles où il y a de la boue qui est rentrée dedans. Puis dépanner surtout les gens pour mettre des cubes d'eau pour les toilettes, la cuisine. C'est que je monte à l'école de Mouna pour remplir l'eau, puis après je fais tout le village au Poro. Pour l'heure, les habitants sont toujours privés d'eau dans cette zone. Partout, les gens sont inquiets. Pour eux, cette catastrophe naturelle a été amplifiée à cause des feux qui sont trop souvent allumés. Mais pas seulement. Ces éboulements-là qu'on a subis aujourd'hui, c'est par rapport à l'exploitation sauvage que les vieux ont fait avec des entreprises privées. Et puis on a vu que là-haut, quand ils ont travaillé sur le site, juste en face de chez moi, c'est la mine verte. On a pu constater que pendant le travail, il n'y avait pas de sécuriser comment on appelle ça là, les déchets quoi. Ça veut dire qu'eux ils exploitent, ils laissent comme ça, ils laissent là. Et puis depuis des années, on a pu voir maintenant à cause des fortes pluies, qu'à chaque fois qu'il y a des fortes pluies, voilà, c'est les éboulements. Pour l'heure, le réseau électrique à Wailou n'est rétabli qu'à 50%. Depuis ce matin, les équipes d'Enercal acheminent plusieurs groupes électrogènes. Actuellement, 2 sont en train d'être installés dans la vallée de Wailou. 270 foyers devraient avoir l'électricité dans la soirée. 3 autres groupes sont destinés à Wakaya et Goinru. 80 foyers sont concernés. Ils restent pour l'heure privés d'électricité. Merci bien. Au revoir. Cela fait à peine 20 minutes que Annie, Eva et sa famille ont commencé leur collecte, que les bennes de leur 4x4 sont déjà remplies. Donc on a reçu beaucoup de vêtements pour les enfants, pour les adultes. On a reçu des jouets, là on a un trotteur, c'est magnifique. Certaines personnes voulant faire des dons n'avaient pas de véhicule. Ainsi, pour la famille, la collecte a commencé bien avant midi.
On est parti, il était 8h, on a juste eu le temps de descendre, les gens ont commencé à nous appeler, on a été récupérer les dents sur Magenta, sur Tubon, les gens qu'on remercie du fond du cœur. L'initiative de cette collecte a été prise par Annie Eva. Elle a créé un groupe sur Facebook hier soir pour venir en aide à sa commune. Plus de 800 personnes l'ont intégré. On s'est couché à 2h du matin parce qu'il y avait les demandes d'ajout, parce qu'on estimait qu'il fallait faire un petit mot de remercier chaque personne qui se sentait concernée par Wailou. Annie Eva apportera tout ce qu'elle a collecté avec sa famille samedi à Wailou. Du côté de la Croix-Rouge, un premier convoi est déjà parti sur Wailou avec des produits de première nécessité, comme cet appareil qui permet de produire de l'eau potable. C'est une machine qui traite l'eau par filtration, par une double filtration et par un traitement aux UV au final. Donc l'eau rentre, elle est traitée dans les différents filtres qui enlèvent 99,99% des bactéries dans l'eau et qui nous donnent une eau consommable. Des réservoirs, une cinquantaine de kits hygiène et cuisine avec des matelas sont aussi déjà partis sur Wailou. Voilà, tous nos matelas sont prêts pour partir selon les besoins. Donc ce matin, une trentaine de matelas sont partis sur Wailou avec plus d'une vingtaine de cartons de vêtements d'hiver et bien entendu du linge de maison, des couvertures, des serviettes de toilette. On a envoyé à peu près une vingtaine de cartons de vêtements d'hiver. Il s'agit de vêtements pré-triés. C'est-à-dire que ne connaissant pas le besoin exact, notamment en taille et en sexe, eh bien, nous envoyons des vêtements hommes, des hauts femmes. Alors ça peut aller d'une taille XS à une taille XL par exemple. Dès lors que nous avons un besoin beaucoup plus précis, là on pourra répondre exactement à la demande. Plusieurs points de collecte sont répartis sur tout le pays, comme à Nouméa, la zone VKP, Pointe-Dimier, Thio ou encore Bouraille. Dans les années 2014 à 2015, environ 5000 mètres cubes, soit 15 000 litres d'eau de pin épineux ont été importés dans le pays, dont 1500 mètres de pin sylvestre importés d'Europe, avec à peu près 7500 mètres de sapin Douglas en provenance d'Amérique du Nord. 7000 mètres cubes de pin radiata sont également importés de Nouvelle-Zélande. Le pain des Caraïbes, lui, est directement produit en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ici, à la scierie de Nechaot, qu'il est transformé. On enlève les doses, les parties rondes, pour ensuite pouvoir les repasser sur la scie de reprise pour faire de la planche commerciale. Cet appareil transforme une quarantaine de troncs dans la journée et représente entre 75 millions à 80 millions de francs par an de chiffre d'affaires. Dans les années à venir, ce chiffre d'affaires sera multiplié par 3 ou 4. Aujourd'hui, la scierie de Nechaot continue de produire comme elle l'a toujours fait. Après la transformation, le bois passe par une étape obligatoire. Le traitement n'est efficace que si le bois est bien sec. Si le bois est humide, le produit n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Et le pinus est pratiquement tout le temps traité. Je veux dire, on vend très peu de pinus non traités. On sait que le pinus en extérieur, en une année, il pourrit s'il n'est pas traité. D'ici l'année prochaine, la scierie espère produire 2500 mètres cubes de bois par an et atteindre dans 5 à 6 ans 4000 mètres cubes. Une mine orpheline est une mine à laquelle n'est plus associé de titre minier. Elle n'a donc plus de propriétaire et est laissée à l'abandon. À ne pas confondre avec une mine affermée, c'est-à-dire une mine qui dispose d'un propriétaire mais qui est inactive. Dans le pays, ces mines orphelines sont très peu nombreuses, moins d'une dizaine, et aucune cartographie n'existe. Ici se trouve la tribu de Guareux et plus au fond la tribu de Wakaya. Elles ont été touchées par les éboulements meurtriers de ce mercredi 22 novembre. On constate sur cette carte de la Dimenc que Guareux se trouve au pied d'une concession minière appartenant à la SMSP. Wakaya, elle, se situe au pied d'une exploitation minière appartenant à la SLN. Ces sites sont situés sur un plateau latérique actuellement inexploité. Sur place, il est difficile de déterminer d'où proviennent exactement les éboulements. Seul le rapport d'analyse de la Dimenc pourra soit incriminer les exploitants miniers ou bien dire si la responsabilité est d'ordre naturel. Au pays, le fonds nickel est aujourd'hui le dispositif permettant d'intervenir sur les questions minières. Il a 2 objectifs. Tout d'abord, garantir la bonne santé du secteur minier et le soutenir en cas de crise. Ensuite,
assurer la réhabilitation des zones dégradées par l'activité minière. Créé en 2009, le Fonds Nickel vient remplacer 2 dispositifs antérieurs. Le Fonds pour le soutien conjoncturel au secteur minier, FSCM, et les fonds communaux pour l'environnement, encadrés par celle que l'on appelle familièrement la Délib 104. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Les fonds communaux pour l'environnement concernaient toutes les opérations de réhabilitation des sites dégradés par l'activité minière. La délibération 104, adoptée en 1989, encadre l'attribution d'une partie de l'impôt payé par les sociétés minières et métallurgiques à des fonds communaux de l'environnement créés par les mairies. Les fonds étaient ainsi fléchés directement sur le territoire communal. Les recettes cumulées depuis 1990 s'élèvent à plus de 3 milliards de francs, injectés en 21 ans. Il resterait aujourd'hui 1,4 milliard, répartis entre la douzaine de fonds communaux de l'environnement. La cohabitation des 2 dispositifs doit se poursuivre jusqu'à l'épuisement de ces fonds. La réhabilitation des zones dégradées par l'activité minière dépendra ensuite entièrement du Fonds Nickel. Messieurs, dames, bonjour. Je tenais à vous remercier d'être là aujourd'hui. Boris et moi-même, on a souhaité faire cette marche surtout pour montrer le mécontentement des Calédoniens face à l'insécurité routière. Ça ne concerne pas uniquement l'affaire de Mathilde, c'est l'insécurité routière en général. Il y a trop d'accidents sur nos routes et d'inconscients sur nos routes. On va passer devant le commissariat. Devant le commissariat, on va aller sur la place des Bagnans et on va rendre un hommage au travail de la police qui a quand même été énorme sur ce coup-là. Ouais! Bonjour à tous, la police nationale, la direction de la sécurité publique est, touchée par votre geste et vous remercie pour votre attention. Voilà, ce fut pour nous une enquête difficile, longue, avec des investigations qui nous ont pris du temps, des effectifs sur le terrain, certains n'hésitant pas à faire des heures hors service, à prendre du temps sur leur congé pour faire des vérifications. Mais nous sommes heureux qu'elle ait pu avoir un aboutissement, on va dire, heureux. On est beaucoup moins nombreux qu'à la première marche. Mais on est entendu. Grave. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a là-dedans aussi. C'est les signatures. 3600 signatures. Merci à vous tous. Je suis venue à la marche parce que voilà, ça peut arriver à nos enfants, ça peut arriver à n'importe qui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est très très grave, il faut que ce soit puni sévèrement. Il y a de plus en plus d'insécurité routière et en fin de compte, on a l'impression que la justice ne fait rien. Merci beaucoup. Nous demandons à ce que les accusés d'aujourd'hui effectuent la peine maximale. On ne peut pas estimer qu'il y ait de circonstances atténuantes, bien au contraire, ce n'est qu'une accumulation de circonstances aggravantes. Les personnes qui prennent leur voiture en état de conscience et qui génèrent un accident doivent être punies en conséquence. Je vous remercie tous d'avoir été là et on va y arriver. Oui. On fait bouger les choses ensemble. Merci à vous.